Bonjour, je m'appelle Teresa Donnelly, la trésorière du barreau. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette activité. Je suis ravie de vous présenter le programme de la Journée internationale de la francophonie au nom de barreau et nos partenaires. L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, le Comité des langues officielles de l'Association de barreau de l'Ontario. I am speaking to you from my home in Huron County, which is located on the traditional lands of the Ojibwe Chippewa of the Anishinaabe group of Indigenous peoples. Huron County is on territory that is covered by Crown Treaty number 29, known as the Huron Tract Purchase of 1827. I would like to recognize that the Law Society is in Toronto, which is a Mohawk word that means where there are trees standing in the water. I would like to acknowledge that it is on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit First Nation. I would like to recognize the long history of all First Nations in Ontario and the Métis and Inuit peoples. We thank the First Nations people who lived and live in these lands for sharing them with us in peace. Ce soir, nous parlerons des développements des services français dans le secteur juridique. Dans le cadre de nos activités d'éducation en équité, nous encourageons l'échange d'idées pour défendre les droits et répondre aux besoins de nos partenaires. International Francophonie Day, marked on March 20th each year, has been celebrated internationally for many decades. It's an opportunity to celebrate the rich and diverse Francophone culture, as well as the French language, which is spoken by over 300 million people worldwide. Over the years, the French language has come to represent more than just a symbol of culture and creativity. Today, it is an agent of peace, democracy, and humanism. Today, we celebrate this occasion to promote the importance of access to legal services in French. Au barreau, nous sommes fiers de nos services en français. Nous offrons le réseau d'encadrement de la pratique qui connecte des formateurs et des conseillers et des juristes qui ont besoin d'assistance. Nous vous invitons à consulter le site web du barreau en savoir plus. However, we must continue the dialogue to meet the growing needs of the community. Today, you will have an opportunity to hear from our distinguished presenters who will provide an update on French language services, concrete examples of situations to be remedied, and solutions for optimizing French language services. Conversations being held like the one today inspire meaningful action to build a more equitable, diverse, and inclusive society. Thank you again to our partners for collaborating with us on this important program. And thank you to the audience who have joined us virtually via webcast from across the province to highlight the importance of French in our justice sector. Notez, ce que programme offre une heure de professionnalisme et 30 minutes de droit de fond. Merci encore de vous être joints à nous. J'invite Marc Sauvé, président de l'AGFO, à dire quelques mots. Merci. Merci, Madame la Trésorière. Bonjour et bienvenue à cette conférence au nom de l'AGFO, du Barreau et du Comité des langues officielles de l'ABO dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Nous sommes ravis d'avoir un si grand nombre de participants et de participantes réunis. Nous avons plus de 700 personnes par web diffusion afin de célébrer la francophonie de l'Ontario. L'AGFO célèbre déjà ses 40 ans à titre d'association et œuvre depuis 1980 à faciliter l'accès à la justice en français pour tout et partout en Ontario. Avec plus de 1100 membres, l'AGFO est le plus grand regroupement de professionnels francophones de la justice en Ontario, soit des avocats, des étudiants, des stagiaires, des juges, des professeurs et d'autres.
Les activités de la GEFO sont diversifiées et permettent à la fois d'offrir des services d'information juridique au grand public, comme par exemple le Centre d'information juridique de l'Ontario, cliquerjustice.ca et une série de sessions et d'ateliers juridiques pour le grand public et les intervenants communautaires. Et la GEFO appuie également les intervenants de la justice en français par l'entremise de ressources juridiques en français accessibles sur jurisource.ca et des formations professionnelles. Depuis le début de la pandémie, la GEFO a offert plus d'une quinzaine de formations professionnelles accréditées. Les formations sont gratuites pour les membres de la GEFO et la rediffusion est aussi disponible pour nos membres. En fait, le programme d'aujourd'hui, comme l'a mentionné Mme la trésorière, est accrédité pour 1 heure de professionnalisme et 30 minutes de droit de fond. Je suis plus particulièrement fier des dernières collaborations de la GEFO avec le barreau de l'Ontario et l'Association du barreau de l'Ontario, et particulièrement son comité de langues officielles. Puis je vois ma très bonne amie Azadé Lavictoire qui est ici. Cet après-midi, j'ai participé à une visioconférence avec Mme la trésorière Donnelly et elle nous a confirmé son engagement envers l'avancement de l'accès à la justice en français sous son mandat au barreau. Depuis que je siège au CA de la GEFO, je n'ai jamais vu un si grand engagement par le barreau pour la cause francophone et je dois particulièrement remercier la trésorière pour son leadership à ce sujet. Nous avons également des événements conjoints à venir prochainement. Par exemple, le 8 avril, en collaboration avec le Comité des langues officielles de l'ABO, nous allons lancer un événement de sucre et causerie et nos invités d'honneur seront la juge Thorburn de la Cour d'appel de l'Ontario et le juge Bastarache, anciennement juge de la Cour suprême du Canada. À l'agenda, très intéressant, sera la question du bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. En septembre 2021, en collaboration avec le barreau de l'Ontario, nous allons lancer un programme de formation en français pour souligner la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens. La GEFO se garde à l'affût de tous les développements en matière de services en français et de droit linguistique et tente d'y mettre son grain de sel lorsque possible. Par exemple, récemment, la GEFO a participé à de nombreuses consultations avec le ministère du procureur général de l'Ontario. La GEFO a témoigné à l'Assemblée législative pour le projet de loi 245. Je vous rappelle que ce projet de loi va permettre aux justiciables de déposer des documents en français partout en Ontario. La GEFO a fait de nombreuses démarches pour faire avancer la modernisation de la loi sur les langues officielles. La GEFO, de concert avec la FO, en fait, travaille à faire avancer la modernisation de la loi sur les services en français. Et finalement, la GEFO s'est récemment prononcée vivement sur la question du bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. Et comme vous le savez, le gouvernement fédéral a confirmé qu'il allait nommer un ou une juge bilingue. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 conférenciers de grande réputation. Mais permettez-moi d'abord de vous présenter notre modératrice, Maître Anne Tardy. Maître Tardy est associée chez Garling WLG. Elle est un membre très impliqué et une grande alliée de la GEFO, ainsi que de la cause d'accès à la justice en français en Ontario. Elle est non seulement mon amie et ma consoeur, mais elle est également une juriste très, très douée. Sur ce, je vous cède la parole, Maître Tardy. Bonne discussion. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me suis habillée en vert spécialement pour l'occasion. Donc, on embarque. La dernière année a été une année remplie de changements et évidemment, les droits linguistiques ne font aucunement exception. Donc, aujourd'hui, nos panélistes vont aborder plusieurs des termes dont Marc, notre président Maître Sauvé, a déjà fait allusion. On a l'intention de parler de la proposition communautaire du libellé visant à moderniser la loi sur les services en français. On va parler également du rapport annuel 2019-2020 de la commissaire des services en français, Mme Burke. Et on va parler évidemment de la fameuse décision de la Cour suprême du Canada qui a été rendue en juin dans l'affaire Conseil scolaire de la Colombie-Britannique. Donc, sans plus tarder, j'ai le privilège de vous présenter vos panélistes de très grand renom. Donc, professeur François Larocque, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de Common Law en français et avocat conseil chez Jurist Power. Il détient la chaire de recherche sur le monde francophone, droit et enjeux linguistiques de l'Université d'Ottawa.
Sa recherche et sa pratique portent principalement sur les droits des minorités linguistiques au Canada. Il était notamment membre du comité de rédaction conjoint de l'AGEFO et de l'AFO, chargé de préparer une proposition communautaire de libellé pour la modernisation de la loi sur les services en français qui a été rendue publique au mois de septembre dernier et on va aborder ça momentanément. Ensuite, Madame la commissaire Kelly Burke, merci d'être avec nous aujourd'hui. Madame Kelly Burke est franco-ontarienne, membre du barreau de l'Ontario. Elle a occupé le poste de sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones du gouvernement ontarien, ainsi que celui du sous-ministre adjointe au ministère des collèges et universités. En janvier de l'année dernière, donc janvier 2020, elle a été nommée commissaire au service en français de l'Ontario et elle dirige l'unité des services en français du bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Son rôle lui permet, entre autres, de protéger les droits des francophones de l'Ontario prévus par la loi sur les services en français, de faire la promotion des droits linguistiques des francophones en Ontario et de mettre en œuvre, au besoin, des enquêtes approfondies dans le cadre des plaintes concernant les services en français que traite maintenant le bureau de l'Ombudsman. Et finalement, Maître Mark Power. Marc exerce le droit un peu partout au Canada. Il a maintenant un bureau à Vancouver, à Ottawa et un autre à Montréal. Marc, je ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais sûrement dans l'une des trois villes. Avant Juris Power, un cabinet qui se concentre surtout en droit public, en contentieux civil, en droit autochtone et en relations gouvernementales, Marc a travaillé pendant plus d'une décennie au bureau de Toronto et d'Ottawa d'un cabinet d'avocats national. Il a amorcé sa carrière comme auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada et a été professeur adjoint en voie de permanence au programme de Common Law en français de l'Université d'Ottawa pendant plus de 4 ans. Donc, on est très bien accompagné aujourd'hui pour les fins de notre discussion. Donc, professeur Larocque, on commence avec vous. En septembre dernier, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO et l'AGEFO ont dévoilé une proposition communautaire de libellé visant à moderniser la loi sur les services en français. Donc, le comité de rédaction conjoint, simplement pour qualifier ou pour clarifier, comprenait l'AFO, l'AGEFO et la chaire de la recherche sur la francophonie canadienne en droit et enjeux linguistiques de l'Université d'Ottawa, que justement occupe le professeur Larocque. Donc, la proposition a été présentée dans un point de presse le 11 septembre 2020. Et aujourd'hui, professeur Larocque, j'aimerais bien que vous nous expliquiez qu'est-ce qui a poussé l'AFO et l'AGEFO à commencer la rédaction de cette proposition communautaire et comment est-ce que le comité propose de moderniser la loi? Commençons par vous parler du contexte et bonjour Anne. Heureux de me retrouver sur cette tribune avec toi et avec Madame la commissaire et avec mon collègue Marc. Commençons du début. La loi sur les services en français, adoptée en 1986, avait besoin de modernisation, a besoin de modernisation. Outre une modification en 2007 pour ajouter un commissariat au service en français et en 2018 pour abolir le même commissariat au service en français, c'est une loi qui demeure essentiellement inchangée depuis son adoption. Et pourtant, l'Ontario a changé et c'est nécessaire de revisiter cette loi-là qui est qualifiée quand même de quasi-constitutionnelle et qui protège les droits linguistiques quasi-constitutionnels. Alors, la genèse du projet de modernisation vient de l'ancien commissaire au service en français, François Boileau, qui, dans le cadre de son 9e rapport annuel en 2016, à l'occasion du 30e anniversaire de la loi, s'était penché sur cette loi-là et a dit, bon, le titre du rapport, c'est LSF 2.0, c'est le temps de la réinventer, c'est urgent. Et cette année-là, l'Université d'Ottawa a organisé un colloque sur le thème de la loi sur les services en français et son 30e anniversaire. Et moi, j'avais eu l'idée à ce moment-là, dans l'organisation d'un colloque sur cette loi-là, de prendre le commissaire au mot et de préparer essentiellement une première
ébauche de quoi pourrait ressembler cette loi sur les services en français. Et c'est un travail très amusant auquel je me suis livré avec Mark Power et mes autres collègues au bureau Jules Power, dont Maxime Vincelette, dont je vais parler tout à l'heure aussi, pour d'autres bonnes raisons. Et il y avait, on était quand même 4-5 personnes sur ce comité-là. Et ça s'est passé sur des agréables terrasses ensoleillées sur quelques semaines. Et on a préparé une première mouture de ce qui, selon nous, pourrait être une nouvelle loi sur les services en français. Même, on l'a appelée la loi sur la francophonie. C'était vraiment une proposition ambitieuse d'universitaires qui, et on me souligne dans le chat, Marc-André Roy, Justin Dubois étaient dans le comité. C'était vraiment un aménagement nouveau là, de la province sur le plan linguistique. Et c'est ça qui me, disons, lancé un peu dans cette réflexion-là. Mais là, le matin de la conférence, la ministre des Affaires francophones de l'époque, Marie-France Lalonde, s'est pointée et elle a annoncé au tout début de notre conférence que cela allait être fait. Pas que notre loi allait être adoptée, mais que le gouvernement allait se livrer à cet exercice de modernisation de la loi sur le service français. Donc, tout le monde était heureux. On pouvait tous rentrer chez nous avant même de faire les premiers conférenciers. C'est pas vrai. On a quand même passé une agréable journée à discuter de la loi. Mais le changement de gouvernement a eu lieu et mon agréable surprise, le gouvernement actuel a repris la promesse du gouvernement précédent de moderniser la loi sur le service en français. Et c'est là où l'AFO et l'AGEFO se sont activés. Ils ne voulaient pas rater l'occasion et en créant un comité conjoint sur lequel j'ai siégé avec toi, hein, et comme tu sais, et avec Maxime Vincelette et avec Brian Michaud de l'AGEFO, de l'AFO, et aussi avec mon éminent collègue John Marquise de l'Université d'Ottawa, qui est un grand légiste qui enseigne la rédaction des lois. Alors, on était vraiment un bon comité de travail et on a pondu le document, le projet de libellé qui a été présenté, enfin, le 11 septembre, comme tu l'as dit tantôt. Et c'est essentiellement la proposition communautaire qui reflète, je pense, les aspirations de la communauté franco-ontarienne. On a découvert ces aspirations-là dans le cadre de consultations massives qui ont été menées par l'AFO, notamment lors de ces congrès annuels et par des sondages un peu partout en province. Et on a identifié des priorités, 4 priorités, qui devaient, selon la communauté, se retrouver absolument dans cette prochaine mouture de la loi sur les services en français. Et les 4 priorités, rapidement, je ne vais pas toutes les décrire à ce point-ci, parce que je pense qu'on va rentrer dedans un peu plus tard. Essentiellement, c'était premièrement de garantir un accès aux services en français partout en Ontario, en précisant d'abord, en éliminant le concept des régions désignées et en définissant les termes opérationnels de la loi. On voulait aussi, la communauté jugeait important d'enchasser le concept de l'offre active, qui est un concept absolument crucial dans l'aménagement linguistique et dans la mise en œuvre des droits linguistiques et de l'enchasser directement dans le libellé de la loi. Troisièmement, la communauté désirait voir des mécanismes de reddition de comptes pour les entités publiques qui étaient régies par la loi et on a conçu des mécanismes pour y parvenir. Et quatrièmement, et je le mets en quatrième lieu, mais dans le fond, je pense dans l'esprit de plusieurs personnes, c'était la première priorité. C'était le rétablissement du commissariat aux services en français, un commissariat indépendant et aussi d'ajouter des recours tant pour le commissaire ou la commissaire que pour les citoyens et titulaires de droits linguistiques en vertu de la loi. Et ça, c'est les 4 priorités et le contexte qui a mené à leur identification et à la proposition du libellé. Oui, en effet, j'ai fait partie du comité avec toi, François, mais je me souviens aucunement d'être assis sur des terrasses ensoleillées. Fait que la prochaine fois, on fera ça dehors, j'espère, mais en tout cas. J'aimerais aborder la première priorité. Donc, garantir vraiment le service en français partout dans la province. Tu as mentionné éliminer les régions désignées, ce concept qui était dans la loi ou qui est toujours depuis 1986. Quel serait l'impact de ce changement? Peux-tu nous donner une idée de cela? Bien, oui, absolument. Alors, il faut savoir, sur le plan théorique, là, si on avait à décrire la loi sur le service en français, dans l'aménagement linguistique, on parle de lois qui sont fondées sur un principe de territorialité ou un principe de personnalité. Et la loi sur le service en français est une loi hybride, c'est-à-dire qu'elle offre à tout le monde, sur le plan universel, le droit d'obtenir des services en français
mais seulement des organismes gouvernementaux et des institutions de la législature. On ne définit pas tous ces termes-là. On va remédier à ça dans notre proposition. Donc, on offre un droit universel à chacun, c'est le terme que la loi emploie, auprès des administrations centrales de la province. Ensuite, on se replie sur le concept de territorialité en offrant le même droit à se recevoir des services en français et de communiquer avec le gouvernement en français si on se retrouve dans une région, auprès des bureaux qui se retrouvent dans une région désignée. Et là, la loi, dans son annexe, énumère 26 différentes régions désignées où ce droit-là, cette deuxième composante territoriale du droit, s'applique. C'est un modèle qui a été choisi en 1986, mais qui s'est révélé au fil des décennies comme étant moins qu'idéal. Parce que, notamment, deux choses. Premièrement, je dirais les termes de cette disposition opérationnelle de la loi de l'article 5 sont vagues et pas bien définis. Alors, le droit est applicable contre les organismes gouvernementaux et institutions de la législature. Or, la loi ne définit seulement que le terme organisme gouvernemental. Le terme institution de la législature n'est pas défini. Et ça a donné lieu à des litiges ailleurs au pays, notamment au Nouveau-Brunswick. Et donc, ça nous apparaît important d'avoir une définition plus simple, plus englobante. Et c'est ce que le comité a proposé en remplaçant cette expression-là, organisme gouvernemental et institution de la législature, par une expression plus englobante qui s'appelle entité publique. Et là, on capte vraiment tous les organismes, toutes les entités qui sont soit créées en vertu d'une loi, qui exercent des pouvoirs en vertu d'une loi, qui sont soit financées par le gouvernement, ou qui sont des tierces parties qui offrent des services en français pour le compte du gouvernement. Et la nouvelle définition proposée, plus englobante, précise justement ce nouveau droit-là en utilisant un langage, je pense, plus simple et préférable. Et sur le concept des régions désignées, bien, au lieu d'avoir 26 régions où une dimension du droit s'applique, mais à l'extérieur de cette région-là, le droit ne s'applique pas, en éliminant les régions désignées, on garantit essentiellement les mêmes droits partout en province, qu'on se trouve à Kenora ou qu'on se retrouve à Cornwall. Et c'est tout à fait bien que ça soit ainsi et c'est beaucoup plus simple à administrer. D'autant plus que la loi sur service en français interagit avec d'autres lois qui, elles aussi, ont des régions désignées. Je pense notamment ici à la loi sur les tribunaux judiciaires. Et le découpage territorial qu'opère la loi sur les tribunaux judiciaires n'est pas le même que la loi sur les services en français. Ce qui mène à des situations assez absurdes. Comme tu le sais, par exemple, en vertu de la loi sur les services en français, la ville de Kingston est une région désignée. Mais en vertu de la loi sur les tribunaux judiciaires, Kingston n'est pas une région désignée. Ce qui veut dire que j'ai le droit de me pointer au palais de justice de Kingston, communiquer avec les gens au comptoir en français, mais je n'ai pas le droit nécessairement de déposer des documents en français ou d'avoir un procès civil devant un jury bilingue si je demande une instance bilingue. Alors, il y a des genres d'incohérences et d'incongruités qui, à notre sens, seraient éliminées en adoptant le libellé que l'AFO et la GEFO proposent. Et donc, tu as mentionné ce nouveau terme qui a été inclus dans la proposition communautaire, c'est cette notion d'entité publique, parce qu'évidemment, la loi elle utilise ce long terme, pas tout à fait défini, d'organisme gouvernemental et institution de la législature. Donc, on met ça de côté, on propose cette notion plus simple, on l'espère, d'entité publique. Est-ce que tu es en mesure, François, de nous donner des exemples concrets, comme qu'est-ce qu'on va chercher qui est nouvellement assujetti à la loi grâce à cette nouvelle définition, on l'espère plus simple, d'une entité publique? Bien, quelques affaires. Je pense qu'on élargit essentiellement la catégorie d'entités qui seraient désormais assujetties à la loi sur les services en français. Et on vient chercher, par exemple, la première idée le premier exemple qui vient de l'esprit, ce sont les ordres professionnels. Nous sommes titulaires de permis du barreau de l'Ontario et il y a une grande question juridique sérieuse, à savoir, est-ce qu'au moment où on se parle, les ordres professionnels tels que le barreau sont des organismes gouvernementaux ou institutions de la législature en vertu de la loi sur le service en français? Cette question-là n'a pas encore été réglée, elle demeure entière.
Et par exemple, si on pense à des litiges qu'il y a eu devant le barreau, je pense notamment à l'affaire Landry, contre Barreau du Canada en 2010 et ensuite encore en 2011, ou encore à une instance plus récente devant l'Ordre des médecins avec le docteur Bélanger, Dr Bélanger revendique des services en français auprès de son ordre professionnel. Et la question de l'application de la loi services au français, la loi sur les services en français, pardon, à l'Ordre des médecins a été écartée par le comité, justement parce qu'il subsiste, à mon sens, un flou quant à la portée de la loi et si les ordres professionnels sont captés. J'ai ma propre réponse par rapport à ça. Et moi, je pense qu'ils sont des institutions de la législature, mais malheureusement, c'est un terme qui n'est pas défini. Alors, ça, pour moi, c'est un exemple qui serait intéressant à clarifier. Je pense qu'une autre chose qui est importante à clarifier, c'est qu'on c'est pas simplement à savoir qui est titulaire d'obligation, mais quelles seraient les conséquences d'une telle désignation en vertu de la loi. Et si on pense notamment aux universités, puis ce qui se passe en ce moment à Sudbury, bien, on a une université laurentienne qui est en débâcle financière et qui est une institution désignée en vertu de la loi service en français. Bien, est-ce que ça engage pas l'université, pardon, mais oui, l'université, mais aussi le gouvernement à en faire davantage pour mieux encadrer les programmes que offrait l'Université Laurentienne, soit au sein de l'Université Laurentienne ou au sein d'une nouvelle institution? Quelles sont les conséquences d'une désignation de l'université? Toutes les universités bilingues en Ontario sont protégées, en principe, par une telle désignation, mais ce n'est pas clair qu'est-ce que cela comporte. Et donc ça, c'est, je pense, toutes des questions qui pourraient bénéficier de clarté sous l'égide d'une nouvelle loi modernisée sur les services en français. Donc, au tout début, on avait présenté, ou tu avais présenté brièvement, François, les 4 priorités: l'élimination des régions désignées, enchasser l'offre active au sein de notre nouvelle loi, notre loi 2.0. Troisièmement, c'était la reddition de comptes. Et quatrièmement, c'était restaurer le bureau du commissaire et inclure aussi de nouveaux recours dont pourraient s'adhérer le commissaire et les particuliers. Donc, je veux me pencher un peu sur cette question de l'abolition du bureau du commissariat au service en français. Depuis cette abolition-là, comme on le sait tous, le poste de commissaire au service en français a été créé, mais au sein du bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Et la communauté, par contre, revendique qu'on restaure l'ancien bureau du commissaire indépendant du bureau de l'Ombudsman. Pourquoi? C'est quoi les conséquences de la nouvelle structure? Pourquoi est-ce que la communauté a inclus ça comme 4e priorité? 4e ou, comme je dis, première. Bien, le commissaire au service en français, tel qu'il existait avant le Jeudi noir de 2018, était vu comme une grande victoire pour la communauté. La communauté se l'était vraiment approprié, ce bureau-là, ce commissariat-là. Et le commissaire était vu comme le commissaire de la communauté et le champion, essentiellement. Non seulement est-ce qu'il était là pour recevoir des plaintes et administrer des plaintes, il était là pour faire la promotion des droits linguistiques auprès des gouvernements, auprès des entités qui sont régies par la loi service en français. Et c'était une perte, donc, dans les yeux de plusieurs acteurs de la communauté franco-ontarienne. Et surtout que ça a été, si on regarde dans l'historique de la loi service en français, la vision d'avoir une personne, une entité qui serait chargée de surveiller l'application de la loi, c'était dans l'esprit des législateurs dès 1986. Mais comme on fait toutes choses en Ontario, on procède par étapes. En 1986, on ne l'a pas inclus. On l'a ajouté seulement en 2007. Mais encore là, il n'était pas pleinement indépendant. Il répondait à la ministre des Affaires francophones en vertu de la loi. Et il a acquis une indépendance totale en 2014, si je m'abuse. Et là, il devenait un officier de la législature. Et toutes ces étapes-là étaient vues comme des victoires et vraiment des grands moments là, dans la reconnaissance des droits collectifs de la minorité franco-ontarienne. Et donc, quand le gouvernement a retourné la vapeur, il a éliminé le commissariat, d'abord, le bureau, et ensuite transféré les compétences au bureau de l'Ombudsman, c'était vu comme une gifle à la communauté, ni plus ni moins.
Et donc, pour nous, c'est important de faire revivre le commissariat au Saint-Vincent français et de redonner à Mme Burke toute l'indépendance de son prédécesseur. On aime beaucoup Mme Burke, puis on voudrait lui donner plus de pouvoir, essentiellement. On voudrait qu'elle ait tous les pouvoirs de son prédécesseur et davantage. Et c'est ce que le libellé communautaire propose, de lui donner aussi la possibilité d'intenter des recours, comme le ferait son homologue fédéral en vertu de la loi sur les langues officielles. La possibilité de soit initier un recours en cas de comment dire, récalcitrance de la part d'une institution qui est régie par la loi et qui refuse de mettre en œuvre une recommandation du commissaire, bien de soit intenter un recours pour faire appliquer la recommandation ou encore d'appuyer et d'intervenir à l'appui d'une partie qui, elle, aurait aussi, en vertu des modifications proposées, un droit de recours. Et donc, ça, c'est des choses qui nous apparaissaient cruciales et qui ont certainement été revendiquées par la communauté franco-ontarienne lorsqu'on a fait nos consultations à l'échelle de la province. Et puisque Mme la commissaire travaille dans le bureau de l'Ombudsman, juste pour clarifier peut-être, est-ce que l'Ombudsman est tenu d'être bilingue présentement, François? Non, et merci de me rappeler. Ça, c'est une des propositions qu'on a fait. Si le gouvernement n'adopte pas la proposition de la communauté, à tout le moins, on voudrait des assurances que la personne qui est identifiée dans la loi Service en français comme étant responsable de surveiller l'application de cette loi-là devrait être une personne qui parle français. À l'heure actuelle, la commissaire au Service en français, l'Ombudsman adjointe, elle est identifiée comme étant une personne qui doit être bilingue en vertu de la loi telle que modifiée en 2018. Bien, le fait demeure qu'en vertu de la loi telle qu'elle est rédigée actuellement, c'est l'Ombudsman qui est responsable à la législature. Et donc, c'est lui qui, M. Dubé, en l'occurrence, qui parle pour la communauté qui répond à la législature au nom de la communauté franco-ontarienne dans l'application de cette loi-là. Et on a de la chance. M. Dubé est un franco-albertain qui a grandi en Acadie et est un francophone. Mais est-ce que ça va toujours être ainsi? L'histoire nous révèle que non. On n'a pas toujours eu des ombudsmen bilingues. Et donc, ça prendrait à tout le moins des assurances que si on est pour de avec le régime actuel, qu'il y a des assurances que l'ombudsman lui-même ou elle-même, si on est dans cette position-là, soit une personne bilingue. Donc, il nous reste 1 ou 2 minutes, François, puis je me permets de te lancer une question qui vient d'un de nos participants par rapport au tribunal des droits de la personne de l'Ontario. La question est à savoir, est-ce que c'est présentement un organisme gouvernemental au sein de la loi et où est-ce que ça devrait l'être? Donc, capable d'avoir des décideurs, ou obligé, je devrais dire, d'avoir des décideurs bilingues capables de trancher des causes en français. Qu'en penses-tu? On me corrige si j'ai tort, mais à mon sens, c'est déjà un organisme qui est pleinement assujetti à la loi et qui a les obligations de desservir la communauté dans les 2 langues officielles de l'administration publique ontarienne, qui sont le français et l'anglais. Et donc, on a le droit d'intenter un recours, de plaider en français devant le tribunal, et on a le droit à une décision en français par la suite. C'est le cas pour tous les tribunaux administratifs de l'Ontario, certainement tous les tribunaux administratifs qui relèvent du procureur général de l'Ontario, donc les 19 tribunaux administratifs en question. Mais en les visitant, on ne le saurait pas toujours. Et donc, ça serait important de clarifier cela et de rappeler les obligations à ce niveau-là. Tout à fait. Je précise que j'ai mis dans le chat le lien pour tout le monde, à l'intention de tous les participants et les conférenciers. J'ai mis le lien vers le libellé de la communauté sur le site de l'AFO. Donc, c'est le projet de libellé que l'AGFO et l'AFO ont proposé. Merci, j'allais justement le souligner. Donc, parfait. Merci beaucoup, François. On te revient, je pense, dans 45 minutes. Donc, va pas trop loin. Madame la commissaire, cela fait déjà plus qu'1 an que vous dirigez la nouvelle unité des services en français du bureau de l'Ombudsman. Vous avez déposé en décembre dernier le rapport annuel, votre rapport annuel pour la période 2019-2020, et c'est le premier rapport depuis votre entrée en poste. Donc, j'aimerais commencer par vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Et j'aimerais sauter directement dans le rapport et dans mes questions. Donc, parmi les organisations les plus visées par les plaintes,
le ministère du procureur général de l'Ontario se trouve au 4e rang, représentant 12% des plaintes, dont plusieurs en lien avec les tribunaux administratifs de la province, comme vient juste de le souligner justement le professeur Larocque. Pourtant, les 3 regroupements de tribunaux décisionnels du ministère du procureur général de l'Ontario ont chacun des politiques de services en français. Pourquoi voyons-nous un nombre si élevé de plaintes liées à ces tribunaux, nonobstant le fait qu'ils ont des politiques en place? Et quel appui est-ce que vous pouvez offrir pour améliorer la situation? Alors, merci Anne pour l'introduction. Grand plaisir d'être ici parmi vous et vos participants, participantes et surtout les 2 panélistes distingués, le professeur Larocque et le maître Power. Une très bonne question pour commencer la discussion d'aujourd'hui. En effet, 12% des cas traités sont des cas d'accès à la justice en français. Les plaintes sont liées d'une part aux tribunaux décisionnels et d'autre part aux cours de justice en Ontario. Et malgré les politiques en place, les plaintes visent les tribunaux décisionnels et soulèvent 2 éléments, je dirais, 2 enjeux principaux. D'une part, un manque de clarté et d'efficacité pour demander des services en français. Et d'autre part, un manque de capacité d'entendre des causes en français ou en format bilingue. Alors, en ce qui concerne le premier enjeu, dans certains des cas, les procédures sont inefficaces pour demander des services en français devant les tribunaux décisionnels. Je vous donne un exemple, la Commission de la location immobilière, ceux et celles voulant demander des services en français devaient appeler une ligne générale. Une fois qu'on appelle, on attend en ligne, il y a des retards qui en résultent. Les longues lignes, disons les longues attentes, une fois qu'on téléphone, d'une part, causaient des enjeux. D'autre part, la ligne coupait régulièrement et donc, je pense, démotivait la communauté francophone d'attendre en ligne et de se faire décevoir quand ils n'ont pas pu rejoindre quelqu'un pour demander ce service en français. Ceci résulte donc d'une personne qui comparait devant un tribunal et sur place, en salle d'audience, on demande des services en français. Dans ces cas-là, on a des délais qui en résultent et souvent les audiences doivent être reportées, ce qui cause de longs délais. Alors, ce que nous, on a fait dans ce cas-là, notre intervention a mené à des discussions importantes auprès du tribunal en question et la commission a très bien réagi. D'une part, ils ont clarifié la possibilité de demander des services en français par courriel. Dans un deuxième temps, ils ont amélioré la communication sur le site Internet. Et dans un troisième temps, ils ont embauché davantage des gens, des agents, des agentes bilingues pour répondre à leurs obligations en vertu de la loi sur les services en français. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances? Bien, notre intervention a mené à des changements. Mais nous avons aussi la possibilité de recommander des changements. Et bien que ces changements-là ne sont pas nécessairement faits sur place ou en temps réel, les recommandations que nous avons communiquées dans notre rapport annuel de l'année dernière soulignent qu'on aimerait bien que le gouvernement s'assure, ainsi la recommandation 6, s'assure que des mises à jour régulières soient faites au personnel, en particulier au personnel de première ligne sur les politiques et les pratiques en matière de services en français. Alors, dans ce cas-là, on a vu que la commission, bien qu'elle a des pratiques, des politiques en place, il fallait les renforcer davantage. Un deuxième enjeu que j'ai souligné, c'est le manque de capacité de la part des membres d'entendre des causes en français ou en format bilingue. Alors, nos membres de notre équipe ont identifié les enjeux suite à des plaintes que nous avons reçues et on a bel et bien identifié des lacunes vis-à-vis des tribunaux décisionnels de sorte que
les membres ne sont pas suffisamment en grand nombre, les membres bilingues ne sont pas suffisamment en grand nombre pour répondre aux attentes des francophones dans la province. Alors, de nouveau, nos démarches ont contribué à ce que les tribunaux de l'Ontario accroissent le nombre de membres bilingues. Tout récemment, la Commission de l'allocation immobilière a réagi positivement, de même que la Commission du consentement et de la capacité. Alors, ce que nous observons pendant cette crise souligne aussi des enjeux auprès des tribunaux et dans le secteur de la justice en particulier, en général, c'est-à-dire la crise sanitaire et le virage vers les audiences virtuelles ont eu un impact sur l'offre des services en français et c'est reflété dans le rapport annuel. Des fois, il y a des difficultés techniques avec la traduction simultanée lors des audiences. D'autres temps, j'ai même vu des situations où les services en français sont offerts, mais la qualité des services ne permet pas d'aller de l'avant avec les audiences ou entendre les témoignages, et donc un délai en résulte. Pour vous donner une idée aussi, pendant la période de la pandémie, depuis le mois de septembre l'année passée jusqu'au mois de février de cette année, on a vu avec la dérégionalisation des audiences à la commission, on a des assignations de membres unilingues aux audiences dans les régions désignées. Alors, on est appelé à se pencher sur ces questions par l'entremise des plaintes. Et en bout de ligne, ce que je fais et ce qu'on continue à faire, on traite des plaintes. Les plaintes permettent de déterminer la meilleure piste à suivre. On intervient. On propose des changements et en temps réel, on voit des changements. Il y a des recommandations. En bout de ligne, beaucoup d'outils pour nous aider à trouver des solutions durables. Il y a aussi les enquêtes. Je n'oublie pas les enquêtes. Et en ce moment, une enquête en cours pour établir pourquoi les délais existent auprès des tribunaux en ce moment. Merci. Donc, on a déjà abordé la recommandation 6. J'aimerais me virer vers les recommandations 7 et 8 dans votre rapport. Deux recommandations que vous avez faites pour exiger une meilleure reddition de comptes de la part de tous les ministères et ensuite de la part de la ministre, Mme Mulroney, la ministre des Affaires francophones. Donc, vraiment une meilleure reddition de comptes à deux niveaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces recommandations-là et de leur impact? Pourquoi demandez-vous cette meilleure ou cette reddition de comptes améliorée? Alors, d'une part, vous voyez, le grand thème du rapport annuel vise beaucoup la planification et j'y crois fortement. Hein? La planification nous souligne là où nous sommes et là où on s'en va. Et avec une lentille francophone à l'appui de nos efforts. Comme j'ai bien expliqué plus tôt, nous intervenons pour trouver des solutions, mais les problèmes pourraient être remédiés, selon moi, si on avait une meilleure planification en place. Alors, c'est ce qui a motivé les recommandations 7 et 8, mais toutes les recommandations s'enchaînent, de sorte que la recommandation 7 vise les sous-ministres en particulier, avec un devoir de planifier pour leur service en français, mais on offre aussi, par le biais de d'autres recommandations qui précèdent la recommandation 7, des pistes de possibilités pour que ces plans-là visent des secteurs tout à fait particuliers. Et dans le cas de ce qu'on a vu pendant la pandémie, mais bien avant, le secteur qu'on vise de façon tout à fait particulière, c'est le secteur des ressources humaines. Et il faut des bonnes stratégies de recrutement. Il faut s'assurer que les corps de travail soient organisés adéquatement. Il faut qu'on s'assure que les employés soient bien formés et qu'il y ait des mises à jour régulières pour qu'on soit assuré que les services en français sont en effet en place. De ce côté-là, j'ai recommandé que oui, on vise la capacité des ministères d'offrir des services en français. J'ai aussi visé l'éducation qui est nécessaire pour que les employés soient toujours au courant des obligations
qui existent en vertu de politiques ou de mécanismes à l'intérieur des ministères pour s'assurer que les services en français soient bien compris dans l'exercice de planification. Alors, de ce côté-là, la recommandation 7, si je peux juste m'attarder là-dessus, je vais la lire parce que je pense que c'est important de souligner là où sont les obligations que je recommande de la part du gouvernement. Je recommande que les sous-ministres déposent au Conseil exécutif un plan qui rend compte annuellement de la mise en œuvre de la loi sur les services en français et de la qualité des services en français pour le ministère dont il ou elle est responsable. Alors, ça va exiger, je crois, une réflexion tout à fait particulière en ce qui a trait à comment les ministères individuellement vont se responsabiliser vers l'obligation qui existe en vertu des lois. Alors, ce n'est pas juste une question d'imputabilité, mais c'est aussi une question de responsabilité. Et on responsabilise non seulement le ministère des Affaires francophones, mais les ministères qui existent partout au gouvernement et chacun a une responsabilité vis-à-vis de l'application de la loi. Alors, l'impact de tout ça, une meilleure imputabilité, une meilleure responsabilisation, une bonification des ressources, non seulement les ressources humaines, mais des ressources financières et des ressources techniques. Le développement de pratiques exemplaires quant aux politiques et aux pratiques en matière de services en français et, en bout de ligne, l'épanouissement des services en français dans la province. Tout ça, tous les plans maintenant, la recommandation 8 qui vise la ministre des Affaires francophones en particulier, qui a un devoir existant en vertu de la loi. De rapporter les activités de son ministère à l'Assemblée législative et sur une base annuelle. Alors, ce qu'on lui recommande, et je vais lire de nouveau, qu'elle rende compte chaque année, dès le 1er avril 2022, des plans déposés par les sous-ministres et de leur mise en œuvre par son obligation en vertu de la loi sur les services en français, de présenter à la lieutenant-gouverneure en conseil et devant l'Assemblée un rapport annuel sur les activités du ministère des Affaires francophones. Alors, l'impact, je crois, il y aura plusieurs avancées, je crois, avec la planification que nous, on recommande dans le rapport annuel de la commissaire cette année. Merci, Madame la commissaire. J'aimerais maintenant revenir au projet de modernisation de la loi sur les services en français. On en a déjà parlé avec le professeur Larocque, mais j'aimerais vous demander votre avis, vos conseils. À quoi ressemblerait, selon vous, une loi sur les services en français modernisée et quelles sont les prochaines étapes pour atteindre cet objectif, si voulu, si désiré par la communauté? Alors, d'abord, des félicitations à la communauté en général de savoir, de s'être penché sur la question de comment on modernise une loi qui existe depuis 1986. Commençons d'abord avec la décision ou la définition, c'est-à-dire d'organisme gouvernemental. Je pense que le professeur Larocque souligne très bien qu'il y a de la part de nous tous une reconnaissance que la définition bloque l'application de la loi à plusieurs niveaux. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises depuis que j'ai déposé mon rapport, mais même avant. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant des organismes qui, même s'ils ont l'air d'être des services, même si les services qu'ils offrent ressemblent à des services gouvernementaux, ils ne sont pas assujettis, disons, à la loi sur les services en français au terme de la loi actuelle. Alors, je pense à l'exemple de Ontario Power Generation, dont la composition du conseil d'administration ne rencontre pas la définition d'organisme gouvernemental. D'autres exemples, les organismes d'application délégataires sont également exempts de la loi, comme le Conseil ontarien de l'immobilier. Encore une fois, c'est une question de rencontrer la définition d'organisme gouvernemental.
Nous avons traité un cas où une personne voulait suivre une formation en français pour devenir un agent immobilier, comme exemple. Et le seul programme qui existe dans la province, c'est un programme collégial qui reconnaît, qui est reconnu, c'est-à-dire par le Conseil ontarien de l'immobilier. Et dans ce cas-là, on a identifié que le programme existe en anglais seulement au Collège Humber. Alors, nous, on n'a pas pu, disons, avancer ce dossier-là en faveur d'une décision plutôt favorable pour le ou la plaignante, malgré les interventions qu'on a faites auprès du ministère pour trouver une solution qui répondrait. Mais de façon tout à fait particulière, et ça touche un peu ce que François disait au niveau des régions désignées et des organismes désignés. Nous, on vise de façon particulière le règlement 398-93 qui liste les organismes désignés et l'annexe de la loi qui liste les régions désignées. Et croyez-moi, ayant travaillé pour faire désigner des régions en province, une région en particulier, c'est tout un exercice. Je connais ce que ça prend et je comprends bien le positionnement de François. Dans ce cas-ci, le règlement contient des informations qui sont désuètes. Ce qui fait en sorte que c'est très difficile de suivre les obligations des services en français et voire impossible dans certaines circonstances. Je vous donne l'exemple, et je l'ai déjà donné auparavant, la région de Chatham-Kent, une région désignée depuis 1998 comme région fusionnée. Alors, Kent et la région ou le comté de Kent et la ville de Chatham se sont fusionnés pour former une municipalité Chatham-Kent. Mais la façon que le comté de Kent et la ville de Chatham avaient été décrits, disons, au moment de la désignation, a évolué avec le fusionnement. Ce qui fait en sorte que maintenant, on a une municipalité qui contient toujours, disons, une partie qui avait été identifiée lors de la désignation initiale, mais n'identifie plus de façon claire où sont d'autres comtés qui étaient anciennement compris dans la demande de désignation à l'origine. Alors, les comtés de Dover et Tilbury-Est, juste comme exemple, ne sont pas nécessairement des régions où on peut dire avec certitude qu'il y a des services en français qui peuvent s'obtenir, disons, dans ces régions-là. Ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres régions qui sont semblables, Hamilton, Renfrew, North Dundas, juste pour vous donner un exemple de pourquoi c'est si important de trouver des moyens pour moderniser cette partie-là de la loi. Ce sont des exemples des difficultés que j'encours dans la surveillance de l'application de la loi. On l'a bien souligné, la loi est en vigueur depuis 1986, donc plus de 30 ans. Ce sont des empêchements que j'ai déjà partagés avec le gouvernement dans mon rapport annuel et qui posent toujours des défis dans l'exercice de mes fonctions. Alors, pour conclure, la loi modernisée devrait viser le renforcement et l'amélioration des services en français et de traiter de ces enjeux. Merci beaucoup, Mme la commissaire. J'espère vous revenir après avoir abordé notre troisième grande thématique pour aujourd'hui. Je vais juste signaler aux participants, je vois les questions et j'espère avoir le temps de m'y attarder une fois qu'on aura traité, comme je dis, notre troisième grande thématique. Donc, si vous suivez du tout les questions ou les médias en termes de droit linguistique, vous avez sûrement entendu parler de la décision de la Cour suprême rendue au mois de juin dernier dans l'affaire Conseil scolaire de la Colombie-Britannique. Je suis très contente d'avoir Maître Mark Power avec nous, l'avocat qui a représenté le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique dans le cadre de ce litige acharné et de très longue haleine, il me semble aussi. Je pense que ça fait 10 ans. Est-ce que j'ai raison, Maître Power? Plus que 10 ans? 10 ans, ça explique les cheveux blancs. Donc, écoute, j'aimerais commencer par t'offrir mes félicitations. Une énorme victoire, certes, mais on embarque tout de suite. Donc, l'article 23 de la Charte.
énumère 3 catégories d'ayants droit, mais les recensements, jusqu'à présent, ignoraient la 2e catégorie et la 3e catégorie d'ayants droit. Donc, on n'avait pas moyen vraiment, à la lumière des informations obtenues grâce au recensement, de vraiment compter ou arriver à un chiffre d'ayants droit pour l'application de l'article 23 de la Charte. Donc, le 17 juillet, le gouvernement fédéral a confirmé qu'il va rajouter des nouvelles questions au recensement 2021 qui devraient nous permettre de recevoir un portrait beaucoup plus précis des personnes qui ont le droit à l'éducation en français hors Québec, évidemment. Donc, pourrais-tu nous expliquer un peu, selon toi, quel sera l'impact de ce changement sur le nombre d'écoles francophones ou quel pourrait être l'impact sur le nombre d'écoles francophones hors Québec? D'abord, merci de la présentation, Maître Tardy. Bonjour à tout le monde. Félicitations d'avoir organisé ceci. Merci aussi pour les éloges, mais ce sont des éloges que j'accepte au nom d'une équipe là, qui était quand même, qui a, elle, travaillé très longue haleine. Donc, je pense que le topo de Maître Tardy est excellent. Donc, la Cour suprême du Canada, en juin, nous enseigne qu'on a droit à l'égalité réelle généralement, que ce soit une petite ou une grande communauté francophone hors Québec, même notion pour les Anglo-Québécois, mais on sait aussi que le nombre doit justifier. Il faut que le nombre justifie l'école, d'une part, et ensuite, même lorsqu'on réussit à convaincre un gouvernement, un juge, de prévoir la construction d'une école, il faut savoir quelle grandeur prévoir dans l'immeuble, quelle grosseur de site est-ce que ça va prendre. La source primaire la plus sérieuse de loin pour en arriver à ce genre d'analyse, c'est le recensement. C'est le recensement, un champ de compétences exclusif fédéral, un champ de compétences qui a été exercé à 7 reprises depuis 1982, donc depuis l'avènement de ce droit à l'éducation en français sur les fonds publics, à 7 reprises en ne comptant qu'une seule des 3 catégories. Et là où le bas blesse surtout, c'est que la recherche de gens comme le professeur Landry et d'autres démontre que les gens qui ont le français comme seule première langue apprise et toujours comprise diminuent, alors que les gens qui l'ont comme 2e, comme 3e augmentent à vue d'œil. Et nos écoles de langue française hors Québec génèrent toute une nouvelle génération de gens qui ont droit à l'éducation en langue française pour leurs enfants, mais qui ne sont pas comptés. Et pour conclure la mise en page, selon la recherche, les gens les plus susceptibles d'inscrire leurs enfants à l'école de langue française, c'est qui? Ce sont les gens qui sont eux-mêmes passés par l'éducation en langue française. Bref, l'injustice était frappante. Elle relevait exclusivement du gouvernement du Canada et, pis encore, Statistique Canada, dans les années 90, avait à 2 reprises, pas juste une, à 2 reprises, évalué des questions qui auraient eu l'effet de recenser tout le monde, mais qui ont été mises sur glace parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Mais quand on est francophone hors Québec, le B+, le A- des fois, c'est exceptionnel quand on n'a rien. Et donc, en janvier 2017, le dossier prend de l'allure. Ça, c'est après avoir pris une petite vacance suite au jugement. Et ça a pris 3 ans essentiellement. 3 ans entre le moment où le Canada français allume le feu pour que le gouvernement du Canada, lui, le Conseil des ministres fédéral acceptant de modifier le recensement abrégé, de sorte à ce que toutes les Canadiennes, tous les Canadiens auront à répondre environ à quelques questions de plus, dans certains cas jusqu'à 40% de questions de plus. À quelle fin? Pour obtenir une fois pour toutes, un portrait là, véritable de qui nous sommes. Là, si j'étais parmi certaines personnes qui nous écoutent, je me disais, ouais, mais le recensement, franchement, est-ce que c'est si important que ça? Écoutez, Statistique Canada, qui est l'une des agences les plus réputées au monde en la matière, avait, avant là, de soumettre une proposition finale au gouvernement, évalué elle-même l'année dernière des questions une dernière fois auprès de 130 000 ménages. Devinez, dans certaines communautés du Canada hors Québec, quel pourcentage des enfants n'étaient pas recensés jusqu'à maintenant? Environ 70%. 70%, c'est d'imaginer un Canada français hors Québec ayant droit à un réseau d'écoles
sans comparaison vraiment avec ce qu'on a, avec un réseau d'écoles secondaires, avec des cours au choix, sans comparaison avec ce qu'on a, ça risque de donner un effet d'entraînement, ça ne peut pas nuire. Dès quand? Bien, dès l'année prochaine, parce que le recensement de 2021, c'est en mai qu'on sera tenu de le remplir. Les résultats seront connus l'année suivante. Et en temps et lieu, si le temps le permet, je serais curieux de savoir ce que la commissaire Burke et ce que le professeur Larocque et vous-même, évidemment, m'interdisent, ce qu'on pourrait faire avec ce genre de données ailleurs que dans le monde de l'éducation, que ce soit en petite enfance, que ce soit au postsecondaire, que ce soit en matière de livraison de services en français. Oui, puis merci, Maître Power. Juste pour clarifier, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, les 3 catégories sont la première qui a toujours fait l'objet du recensement, les parents dont la première langue apprise est toujours comprise et le français. Normalement, on appelle ça les francophones langue maternelle. Ensuite, les parents qui ont fait une partie importante de leur scolarité au niveau primaire en français. Et la troisième, les parents dont l'un des enfants fréquente ou a fréquenté une école francophone, et on parle évidemment hors Québec. Donc, ce sont les 3 catégories, c'est juste la première qui a fait l'objet du recensement. Évidemment, comme Maître Power l'a expliqué, les francophones de langue maternelle diminuent, leur poids démographique diminue, surtout à la lumière de l'immigration. Et Marc, je vois que tu as mis un accès, le lien URL à un article du Devoir dans le chat qui explique tout à fait ce phénomène. Donc, je vous invite tous les participants à l'étudier. Donc, on se tourne maintenant l'article 1er, parce qu'évidemment, la décision conseil 3, le jugement, la Cour d'appel et la Cour suprême, 3 décisions très longues. Donc, je pige ici puis là parce qu'on n'y arrivera jamais non, sinon. Donc, le gouvernement de la Colombie-Britannique a inventé l'article 1er de la Charte, chose relativement nouvelle dans le monde des droits linguistiques, et a invoqué notamment le fait que d'assurer l'éducation en langue minoritaire officielle coûte très cher, selon la Colombie-Britannique. Donc, comment est-ce que la Cour suprême a traité de cet argument et quel est l'impact de la décision dans l'affaire conseil sur l'article 1er, spécifiquement là, dans le domaine du droit linguistique? C'était toute une montagne russe, cet aspect-là du dossier, en preuve devant la juge de procès non contestée, figurant les états financiers du gouvernement provincial. La Colombie-Britannique venait d'enregistrer un surplus, un excédent budgétaire en un an seulement de 800 millions de dollars qui s'ajoutait au surplus accumulé. Et ce que le gouvernement de la Colombie-Britannique disait, c'était, bien, écoutez, on en a des choses à faire et de toute façon, on préfère garder l'argent dans notre poche, que de le dépenser. Et un argument à première vue, Hail Mary, qui fonctionne, le ballon attrapé par le juge de procès et lancé correctement par la Cour d'appel. Et la logique des tribunaux, évidemment bien intentionnée, était quand même très douloureuse. L'idée, c'était, écoutez, ça coûte trop cher, le statut du français, ou veiller à ça. Et de toute façon, c'est de l'argent garoché par la fenêtre. Ces gens-là, une fois adultes, perdront le français. Alors, à quoi bon leur construire des écoles? À quoi bon leur transférer des écoles? Il y a de meilleurs usages pour ces fonds publics, par exemple les hôpitaux, par exemple repaver la fameuse autoroute pour se rendre à Whistler, qu'on aime tant comme francophone, par exemple. Bref, une problématique vraiment, à mon sens, dangereuse et des gens peut-être plus intelligents que moi se prononceront en temps et lieu. Ça a été complètement rejeté comme logique par la Cour suprême du Canada. Évidemment, c'est rassurant en matière d'article 23, mais tout aussi évident, il me semble, c'est ce qu'on pourrait faire tôt ou tard avec d'autres droits garantis par la Charte. Parce que devant la Cour suprême du Canada, au-delà d'une réunion de famille essentiellement francophone en Québec, les Anglo-Québécois s'y trouvaient, les chefs des Premières Nations s'y trouvaient, le Centre de droit public de UofT s'y trouvait. Bref, c'était une réunion de famille. Et ce que la Cour suprême du Canada accepte essentiellement, c'est que non, au moins en matière d'éducation en langue française à l'élémentaire et au secondaire, ça va prendre de vraiment bonnes raisons pour justifier qu'on ne mette pas en œuvre nos droits. Pourquoi? Et d'abord parce que l'article 23 en cause comprend des limites internes. Ce qui est garanti par l'article 23, bon, il faut que le nombre le justifie, il faut que ça soit acceptable sur le plan pédagogique, ça ne peut pas être en partant
complètement du délire sur le plan des coûts. Donc, il faut, entre juristes aujourd'hui, on est presque 500, c'est quand même incroyable. Félicitations à l'ABO, à l'AGFO, au Barreau de l'Ontario de nous rassembler ici. Mais entre juristes, est-ce que c'est déjà une distinction avec d'autres droits garantis par la Charte, par exemple, qui n'ont pas, eux, de limites internes? Je mets ça sur la glace pour un instant. Mais au-delà des limites internes, ce que la Cour reconnaît aussi, c'est que l'article 23 est l'une de ces dispositions qui échappe à la clause non-obstant et qui doit donc impérativement être mise en œuvre, même lorsque, ou particulièrement lorsque, l'État provincial ou territorial préférerait dépenser l'argent ailleurs ou, comme je le soulignais là, le garder dans ses poches. Ce que je trouve le plus intéressant, puis je me permets peut-être d'arrêter ici, Maître Tardy, sujet à vos relances, c'est la remarque du tribunal de la Cour suprême du Canada à l'effet que, écoutez, gouverner, c'est difficile. Gouverner implique au quotidien prendre des décisions difficiles. Et l'État trouve une façon de pourvoir aux besoins éducatifs de la majorité, de faire en sorte que nos salles d'urgence fonctionnent relativement bien, de faire en sorte qu'on n'ait pas des nids de poules trop gros pendant trop longtemps. Et ce que la Cour suprême du Canada reconnaît, c'est que bien, ajoutons l'éducation en langue française hors Québec à cette liste d'éléments essentiels, quoi, devant être jonglés par des fonctionnaires évidemment assez intelligents pour y arriver, mais qui jusqu'à maintenant bénéficiaient de conseils juridiques à l'effet que, ben, écoutez, on peut comme ignorer ceci pendant quelques temps, c'est pas si grave. Oui, j'ose espérer que cette même analyse par rapport à l'article 1 va s'appliquer à l'article 20 de la Charte, qui, évidemment, le droit des services en français a également une limite interne, parce que sinon, on a l'impression que le gouvernement a deux chances de limiter la portée et l'étendue des droits des francophones hors Québec. Donc, dernière chose, évidemment, l'article 23, ça protège, sujet à certaines limites, donc on vient d'aborder le droit à l'éducation primaire, le droit à l'éducation secondaire, mais que fait-on avec les garderies et les universités? Est-ce qu'il y a peut-être l'application ou est-ce qu'il y a de l'espace pour plaider que les principes constitutionnels non écrits devraient s'appliquer? Je te donne 2 minutes, Maître Power. D'abord, le dossier du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, de la Fédération des parents, ça a toutes sortes de petits raccoins. Et pour les gens qui commencent peut-être à zéro, j'ai inclus dans le chat une petite vidéo là, pour vous faire rire en temps et lieu qui fait un topo essentiellement de ce dossier. Mais l'un des raccoins, là, on est dans le grenier avec la lampe de poche là, dans le coin, l'un des raccoins de ce jugement, c'est le paragraphe 115 du jugement de la Cour suprême du Canada. Là-bas, la Cour suprême du Canada dit, puis je ne suis pas exactement certain comment ça s'est produit, mais ça s'est produit. La Cour suprême du Canada dit la chose suivante. Une école dont les enseignants ne sont pas adéquatement formés ne peuvent offrir une expérience éducatrice réellement équivalente. D'une certaine façon, c'est comme dire que le ciel est bleu, évidemment, là, mais d'un autre côté, c'est évidemment utile que la Cour suprême du Canada ait pris la peine de dire cela. Pourquoi est-ce que je le soulève? Je le soulève parce que, à mon sens, à première vue, on y trouve les assises juridiques, au moins dans la jurisprudence, pour un droit peut-être partiel à du postsecondaire en français, lequel droit serait soit garanti par la loi sur les services en français, le professeur Larocque y a déjà fait allusion. Évidemment, il y a un problème majeur juridique, à mon sens, avec l'Université Laurentienne qui manque carrément à ses devoirs envers nous. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il existerait peut-être un droit garanti par la Constitution? Et ici, 2 exemples. D'abord, évidemment, le campus Saint-Jean en Alberta, où M. Kenny sabre dans les budgets. Ensuite, l'Université de Sudbury, l'Université Laurentienne. L'Université Laurentienne offre un programme d'éducation qui forme les éducatrices, les éducateurs dont on a besoin pour transmettre la langue et la culture à nos enfants via les écoles. Si ça ferme, si on réduit le nombre de places, les conseils scolaires n'arrivent pas à combler la demande, n'arrivent pas à aider la province, les territoires, à remplir leurs obligations constitutionnelles. C'est très, très, très grave. Ça prend de la recherche rigoureuse, quantitative dans le domaine. J'ose espérer que tôt ou tard, ce sera fait, mais c'est fort intéressant, à mon sens, d'imaginer jusqu'à quel point certains des programmes offerts par UOttawa, par exemple, par Laurentienne, ailleurs, le Collège boréal, la Cité collégiale, sont en fait protégés au moins indirectement, dans la mesure où ils forment
la main-d'œuvre, les professionnels requis pour mettre en œuvre le droit à l'équivalence réelle dans nos écoles primaires et secondaires. Je ressens un nouveau dossier là, dans ton futur, Marc. Donc, avant, j'avais une question à vous lancer les trois, mais je vais aborder une question qui est survenue dans le chat. Et donc, je vous laisse la parole. Vous me disiez si vous voulez vous porter volontiers pour tenter d'y répondre. Voici la question. Si un tribunal administratif n'emploie aucun décideur capable d'entendre et de comprendre une cause en français, la Cour supérieure aurait-elle compétence pour forcer le gouvernement à nommer un ou plusieurs décideurs, sous-entendu bilingues? Cette question serait-elle justiciable? Est-ce quelqu'un qui veut se lancer? Non? On la laisse pour l'instant et on passe à autre chose? Professeur Larocque sourit. J'espérais que Marc prenne la balle au bon. Vas-y, je t'en prie. La question est excellente. Et c'est pas tout à fait dissocié non plus de le dernier thème dont Marc parlait. Quand Marc parlait de la nécessité de former des professeurs francophones comme étant la condition de possibilité des provinces de rencontrer leurs obligations constitutionnelles vertu de l'article 23. Si les universités n'offrent pas la formation de professeurs en français, capables d'enseigner dans les écoles de langue française d'un océan à l'autre, comment est-ce que les provinces rencontrent leurs obligations constitutionnelles? Bien, la même question se pose, je pense, à l'égard des tribunaux administratifs. Si les tribunaux administratifs qui ont des obligations en vertu de la loi sur les services en français ou en vertu de la loi sur les langues officielles au fédéral ne sont pas meublés ou opérés par un personnel bilingue, comment est-ce qu'ils peuvent rencontrer leurs obligations législatives? Et je pense pour moi, poser la question, c'est y répondre. Donc, merci François. Donc, ayant abordé pendant au moins 15-20 minutes la loi sur les services en français en Ontario, le projet de modernisation communautaire, on se tourne maintenant vers la loi fédérale, la loi sur les langues officielles. La ministre Mélanie Joly a déposé le 19 février de cette année, donc vraiment il y a à peine un mois, le livre blanc intitulé « Français et anglais vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Et le livre blanc inclut plusieurs recommandations visant à moderniser la loi sur les langues officielles, donc la loi fédérale. Entre autres, l'inscription du programme de contestation judiciaire dans la loi elle-même, la traduction des décisions des tribunaux fédéraux qui sont d'intérêt public ou qui créent un précédent quelconque, et le renforcement des pouvoirs du commissaire aux langues officielles. Celui-là, surtout, a été très débattu par la communauté et par les médias. Quel serait l'impact d'une telle réforme sur la communauté francophone de l'Ontario? Et je vais commencer avec Madame la commissaire. Madame la commissaire, selon vous, quel serait l'impact de telles réformes ici en Ontario? Bien évidemment, la loi sur les langues officielles a un impact au pays en entier, y compris la province de l'Ontario. Alors, un pilier, disons, linguistique au pays. Ce que j'ai bien noté dans le livre blanc en particulier, deux éléments qui ressortent comme importants, peut-être même un troisième que je peux aborder. La loi modernisée aura beaucoup d'impact, surtout si elle devient adaptée à la réalité actuelle. Et c'est comme ça que c'est signalé, disons, dans le livre blanc. Ça enchaîne un peu avec ce que François disait. La réalité actuelle, c'est une nouvelle réalité qui est vraiment virtuelle. Comment est-ce que l'espace numérique va devenir influencé davantage par une loi modernisée, et ça s'applique non seulement pour la loi sur les langues officielles, mais aussi la loi sur les services en français. En 1986, l'univers virtuel n'existait presque pas. Maintenant, on voit ce que ça donne avec la façon qu'on se rencontre virtuellement en ce moment. Ça va beaucoup toucher les services en français.
je complète avec l'idée de renforcement des pouvoirs et les outils à la disposition de mon homologue commissaire aux langues officielles. Là aussi, ce sera intéressant de surveiller. Ça revient à la recommandation que François a aussi soulignée dans son libellé. Power. Je peux me permettre d'ajouter, selon moi, d'abord, il faut remettre à Cézanne ce qui lui revient. Mélanie Joly, la ministre Joly et son gouvernement annoncent la plus grande réforme fédérale en matière de langues officielles depuis les années 80. Mm-hmm. Et ici, le gouvernement fait vraiment ce qu'il propose de faire. On remonte là à Trudeau père dans les années 60 comme point d'inflexion dans l'avenir du statut du français. C'est très, très majeur. Est-ce que c'est partisan? Sûrement en partie, mais les conservateurs fédéraux demandaient essentiellement autant. Les néo-fédéraux, essentiellement autant, même les Verts, aux dernières élections, avaient une plateforme sérieuse en matière de langues officielles. Donc, c'est intéressant d'avoir comme première remarque de voir les langues officielles à l'échiquier fédéral, à certains égards, aller au-delà de la partisanerie. Peu importe, Mélanie Joly, la ministre Joly mérite, à mon sens, des félicitations très, 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 très sincères. Ensuite, le changement le plus majeur de loin, je le dis en tout respect, n'est pas annoncé dans le topo. C'est l'agence centrale. Ça fait des décennies qu'à l'échiquier fédéral, les institutions fédérales se pointent le doigt. Non, ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne. En fait, c'est la leur. Non, c'est certainement pas moi. Ce qui est proposé ici, c'est que les langues officielles relèvent désormais d'une agence centrale. Une agence, une institution fédérale dont les pouvoirs sont horizontaux et donc qui peut servir de policier vis-à-vis de toutes les institutions fédérales. Imaginez, en tout cas, je m'arrête là, c'est de loin la plus grande proposition. C'est dans le document de réforme, c'est vers la fin parce que c'est beaucoup moins, c'est moins attrayant, là, c'est moins, ça fait moins Journal de Montréal et je comprends, mais c'est de loin le changement le plus majeur. Enfin, et je tends une perche ici pour le professeur Larocque, peut-on espérer un jour où nos plaintes au commissaire aux langues officielles du Canada mènent à davantage de résultats concrets? Bien sûr que le commissaire fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, évidemment, ses prédécesseurs aussi, mais en ce moment, là, quand on passera à nouveau bientôt au contrôle de sécurité pour retourner dans le Sud, quand on sera vacciné, puis on a le droit enfin de voyager, puis qu'on ne reçoit pas notre service en français à l'aéroport d'Ottawa, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'appeler M. Théberge? Est-ce que ça vaudra la peine plus tard? Est-ce que ça peut être fait de façon plus efficace? J'arrête là. Si je me permets, je vais le mettre dans le chat. J'en profite pour faire une plug pour un texte que j'ai écrit récemment, justement, qui fait un peu à 10 000 mètres d'altitude un survol du livre blanc ou le document de réforme de la ministre Joly, et que j'identifie quelques points que moi j'ai trouvé vraiment intéressants et importants. Et comme Marc renchérit, justement, c'est la réforme la plus importante en matière de langues officielles qui est proposée ici depuis l'enchâssement des langues officielles dans la Charte canadienne des droits et libertés. C'est aussi important et ça va permettre, je pense, si on fait ce qui est proposé là, et soyons clairs, ce n'est qu'une proposition de réforme. Il y a un écart entre ceci et un projet de loi et que j'ai très, très hâte de lire. Donc, si tout ceci est fait, si on peut être optimiste, je pense que ça va être monumental comme proposition. Et je pense que la chose la plus importante à souligner, c'est l'idée que, bien, dorénavant, le concept d'égalité des langues officielles va se décliner en vertu du concept d'égalité réelle. C'est un concept qu'on connaît bien en Ontario, que la ministre Mulroney connaît bien, que les commissaires au service en français connaissent bien. C'est un concept clé en droit linguistique, que lorsque on reconnaît que le français et l'anglais ne sont pas sur un pied d'égalité, que le français est en déclin et que pour atteindre cet idéal de l'égalité réelle, il faut en faire davantage pour la partie désavantagée, et donc pour le français. Et donc cette idée-là, ce concept-là, qu'on va aborder les langues de manière asymétrique, pas sur une égalité formelle, mais en faire davantage pour le français, c'est transformateur.
je m'arrête là. Et je vois dans le chat, et je remercie mon assistant de recherche, Charles Hintz-McCulloch, que je n'ai pas demandé de faire ceci, mais qui me permet de faire une autre plug pour une application web que la chaire de recherche dont je suis titulaire a lancée récemment. Je pense que tout le monde ne voit pas, juste les panélistes. Ah, mais tiens, moi, je vais le mettre. Il s'agit d'une application web pour permettre à tout le monde de se renseigner sur les droits linguistiques et aussi, de manière plus cruciale pour Mme Burke, de lui envoyer les plaintes. Et c'est un outil qui s'appelle Planxus. C'est tout simplement une plateforme gratuite, ouverte, où les gens peuvent se renseigner sur les différents régimes de droits linguistiques qui existent au Canada, pas tous, mais une douzaine environ, et surtout des mécanismes des régimes qui ont des mécanismes de plainte, dont le commissariat au service en français de l'Ontario, au bureau de l'Ombudsman, dont le commissaire aux langues officielles du Canada, et ainsi de suite. Donc, j'invite les gens à se renseigner au sujet des droits linguistiques. Je pense que c'est une bonne chose, un bon geste concret qu'on peut faire durant le mois de la francophonie, c'est se renseigner sur nos droits linguistiques. Et lorsqu'on voit un problème, un accrochage ou un manquement à une obligation législative, et qu'on achemine une plainte à Mme Burke ou à M. Théberge via Planxus ou évidemment le site web des différents bureaux. Et tous ces renseignements-là et ces coordonnées-là sont disponibles sur l'application. Donc, merci à vous deux. Je souligne juste ce qu'avait dit François pour le gouvernement fédéral d'approcher ou de considérer une approche asymétrique envers les deux langues. C'est vraiment, je suis totalement d'accord, complètement nouveau pour le gouvernement fédéral. C'est révolutionnaire. C'est vraiment impossible de dire trop à ce sujet-là. Donc, je vous encourage totalement les participants à lire là-dessus dans la mesure où vous n'êtes pas tout à fait au courant. Dernière question de ma part et ensuite j'aborderai le chat dans la mesure du possible. La nomination d'un juge ou du nouveau juge, de la nouvelle juge à la Cour suprême du Canada, un juge bilingue, quel est l'impact sur le processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada et quel est l'impact sur l'accès de la justice en français? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vas-y, Marc. D'abord, le gouvernement du Canada annonce officiellement que dans la loi, on va inscrire que les juges sont bilingues, du moins ceux qui vont nous entendre devant la Cour à Ottawa. C'est majeur, majeur, majeur. Ça avait été contemplé par Ray Natishin dans les années 80, alors qu'il était ministre de la Justice. Et à l'époque, il disait que le Canada français n'était pas prêt. Évidemment, le programme de commande en français, depuis le certificat en commande en français à l'Université de Moncton et ainsi, on changé la donne, mais est-ce que le Canada est prêt pour une Cour suprême du Canada qui nous entend sans interprète? Bien sûr que oui. Bon. Ensuite, est-ce qu'il y a là un peu de partisanerie? Comment vont réagir prochainement aux prochaines élections les conservateurs fédéraux? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a un peu de cela qui se passe, mais écoutez, si ça peut aider le fait français au final, tant mieux. Mais je me permets de lancer la question suivante. Oui, Cour suprême du Canada, évidemment. Mais qu'en est-il des cours d'appel? Qu'en est-il des cours supérieurs, des cours du banc de la reine un peu partout au Canada? Et qu'en est-il de ce pouvoir du juge en chef de demander essentiellement quel niveau de bilinguisme ou combien de juges bilingues? Comment changer ça? À mon sens, c'est peut-être la prochaine chicane, mais c'est peut-être aussi, sinon plus important. On se rend presque jamais en Cour suprême du Canada. C'est en première instance surtout que ça compte. Et là où on n'a pas assez de juges qui s'expriment en français sans interprète, par exemple au Manitoba, par exemple ailleurs au Canada, ça doit changer vite. Tout à fait. Madame la commissaire? Oui, certainement. Et évidemment, c'est une question qui est au cœur de l'accès à la justice en français. Un objectif que nous, on vise également dans le travail quotidien que nous faisons. Le ou la juge à la Cour suprême, évidemment, pilier de l'accès à la justice à ce niveau-là, mais comme l'a bien dit Marc, nous, ce qu'on vise, c'est des services en français à chaque niveau de cours. Et les services qui touchent la commissaire en particulier, ce sont les services
avant que les parties comparaissent devant la cour en salle d'audience, mais plutôt les services à l'extérieur. Mais dans ce cas-ci, il faut absolument qu'on ait une fluidité dans le service en français à chaque niveau lorsque la personne se pointe vers les cours. François, il me reste 1 minute. Est-ce que tu es prêt à gager par rapport au moment du dépôt ministériel du projet de la nouvelle loi sur les services en français? As-tu une idée? Peux-tu deviner ou est-ce qu'on n'a vraiment aucune idée? Moi, personnellement, j'ai aucune idée. On dit souvent que j'habite dans une tour d'ivoire, alors je ne sais pas toujours ce qui se passe à Queen's Park. J'espère plus tôt que tard. Je pense que ça fait maintenant 35 ans. Cette année, 2021, c'est 35 ans. C'est assez long. En effet. Donc, avec ça, je laisse la parole à Maître Lavictoire, mais avant, je tiens vraiment à remercier tous nos panélistes. Je crois que Maître Lavictoire va le faire également, mais merci beaucoup. Ça a été hyper intéressant. Merci d'avoir passé cet après-midi avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne. Premièrement, c'était un plaisir de me retrouver parmi ce groupe distingué composé par Madame la Trésorière et Madame la Commissaire, et bien sûr, amis, collègues et professeurs que je suis si ravie de retrouver avec plus de 500 participants présents. Wow, je dirais que ça démontre la solidarité linguistique et la diversité de la francophonie. J'ai aujourd'hui le plaisir de représenter l'ABO pour cet événement qui est organisé en collaboration, qui a examiné de façon si complète les développements récents et a mis en lumière les priorités les plus urgentes en matière des services en français et de l'éducation en français. J'ai personnellement acquis des connaissances précieuses et je tiens à remercier les panélistes, Madame la Commissaire Burke, Maître Power et Professeur Larocque pour leur dissection et analyse approfondie et si réfléchie. Je remercie également notre excellente modératrice, Maître Tardif. Anne, moi aussi, je porte du vert pour marquer cette occasion. Et je remercie aussi les membres organisateurs du Barreau de l'Ontario, l'AGFO et l'ABO qui ont travaillé très fort dans les coulisses pour assurer le succès de cet événement qui a réuni des centaines de personnes aujourd'hui, comme mon ami Marc l'a souligné. De concert avec ses partenaires, l'ABO continue de mener les efforts visant à favoriser une profession juridique qui est sensible à la diversité du public que nous servons dans cette province et qui la reflète pleinement. Notre collectivité est inclusive et engagée, forte de ses 16 000 membres, elle est d'autant plus dynamique puisqu'elle profite de l'énergie qu'elle tire des groupes actifs et interconnectés. Ses avocats, juges, étudiants et professeurs de droit sont unis par le désir partagé d'améliorer la prestation des services juridiques et d'amplifier l'incidence positive des avocats sur les vies individuelles et sur la société dans son ensemble pour devenir une profession toujours plus efficace, innovante, inclusive et accessible. À titre de présidente du comité des langues officielles de l'ABO, la promotion de l'accès à la justice et à l'éducation juridique en français est au cœur de mon mandat. J'ai eu la chance de travailler avec une collectivité engagée d'avocats francophones et bilingues au sein du comité et de l'ABO pour développer le travail de l'ABO dans ce domaine au cours des derniers mois. Au cours de cette année qui vient de s'écouler, une période de grands changements et souvent de confusion car les processus ont changé non seulement pour les avocats, mais aussi pour les justiciables et les utilisateurs du système judiciaire. Mais l'ABO a pris l'initiative de créer des programmes de développement professionnel prioritaires afin de permettre aux avocats de servir leurs clients avec confiance et compétence malgré le terrain changeant. Notre comité a fourni un programme opportun offrant une mise à jour critique sur l'impact de la pandémie en 2020 en mettant l'accent sur les domaines cruciaux des contrats, des assurances et du droit de la faillite. Gardant toujours à l'esprit les besoins évolutifs des juristes francophones, le comité des langues officielles de l'ABO a également organisé un programme sur les marchés juridiques émergents pour les étudiants francophones, ainsi qu'une formation portant sur une rétrospective des principales décisions d'appel publiées en 2020 pour les avocats. L'éducation est un moyen puissant, comme nous l'avons noté aujourd'hui, et elle est une arme qui permet d'avancer l'accès égal à la justice en français. Dans le cadre de nos initiatives continues de sensibilisation aux dispositions et obligations professionnelles liées au droit linguistique que tous les avocats devraient connaître, nous planifions prochainement une table ronde en anglais pour mettre en lumière ces exigences et responsabilités
et afin de sensibiliser toute la communauté juridique. Cet événement du comité, qui a été élaboré avec l'aide et sous la direction de Madame la juge Marie-André Vermette, qui était auparavant une membre active du comité des langues officielles de l'ABO et une voix forte et ardente pour l'accès à la justice égale dans les deux langues. Mais bien sûr, Madame la juge Vermette a dû se retirer de la planification lorsqu'elle a reçu l'heureuse nouvelle de sa nomination à titre de juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Mais ce programme maintenant comptera parmi ses panélistes Madame la juge Thornburn et sera offert le 5 mai et servira à promouvoir l'égalité substantive des deux langues officielles et à rapprocher les avocats francophones, anglophones et bilingues. Mais certainement, lorsqu'il s'agit de représenter les intérêts des juristes francophones et de promouvoir l'usage du français dans l'administration de la justice, il y a certainement encore du travail à faire. Mais les membres de l'ABO sont encouragés par la récente proposition du gouvernement, dans le cadre du projet de la loi 245, d'étendre les services en français afin que le droit de déposer des documents en français soit étendu à tous les tribunaux de l'Ontario et que l'on puisse demander la traduction d'une décision judiciaire dans une procédure bilingue, quelle que soit la langue de la partie. Ce sont des changements bien reçus et importants qui reflètent la dignité des discussions en cours pour faire avancer et améliorer l'accès à la justice en français dans notre province multiculturelle. L'Union offre des grandes possibilités, autant dans notre collectivité d'avocats francophones que dans nos regroupements professionnels et associatifs plus larges. Nos expériences et nos perspectives donnent une impulsion et une direction aux efforts visant à créer une expérience plus inclusive, productive et positive pour ceux qui rentrent en contact avec le système judiciaire. Je vous laisse sur ces mots, mais pour conclure, et comme Marc Sauvé l'a souligné, nous aimerions inviter ceux d'entre vous qui cherchent une occasion de se rencontrer dans un cadre collégial à participer à la prochaine soirée sociale organisée par le Comité des langues officielles de l'ABO et la GEVO, Sucre et Causerie. Il s'agira d'un événement virtuel qui aura lieu le 8 avril et qui célébrera la saison des sucres en réunissant des membres de la magistrature et du barreau. Et nous présenterons également le prix Bastarache 2020 du Comité des langues officielles. Ça sera certainement une excellente occasion de nouer des contacts, faire du réseautage et de découvrir quelques astuces de création de cocktails, car les invités seront guidés dans la création d'un cocktail boisson unique et savoureuse. J'ai hâte de vous rencontrer à cette occasion de réseautage et je vous remercie encore une fois tous d'avoir pris part à ce programme qui a certainement suscité la réflexion dans le cadre de la semaine de la Journée internationale de la francophonie. Je vous souhaite toutes et tous une excellente fin de soirée et merci encore.